Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. L'appel a eu lieu à minuit et demi pour le premier engin de secours et à 6 h du matin nous avions relevé les derniers corps et le bilan en fait c'est donc 2 personnes en urgence relative, donc la maman et son enfant qui ont été transportés au centre hospitalier et 5 décédés qu'on a retrouvés dans les appartements, dans ce qui était les chambres a priori. Accident tragique en Bretagne, un père et ses 4 enfants ont péri dans l'incendie d'une maison au centre de Lannion. La mère a réussi à sauter par une fenêtre avec son bébé de 7 mois. Tous 2 ont été conduits au centre hospitalier et sont hors de danger. Une quarantaine de pompiers a été mobilisée dans la nuit pour éteindre le feu, mais les opérations étaient compliquées par l'étroitesse de la rue pavée et par l'accès à la maison. Le feu était éteint en début de matinée. Je sais que ça allait neiger et puis ils n'ont rien fait. C'est incroyable quand même. Là, ça y est, je suis bloqué. D'après la base, je suis à 1 heure de retard déjà. Et je peux même pas contacter, j'ai pas de réseau, j'ai rien. La neige a paralysé tout le département du Nord hier. Sur l'autoroute Paris-Lille, de nombreux automobilistes ont été bloqués dans des embouteillages. Et les secteurs épargnés par les flocons ne l'ont pas été par la pluie. Voyez ces images de la commune de Saint-Jean-Capelle, entièrement inondée ce matin. Météo France maintient aujourd'hui son alerte au niveau orange dans le Pas-de-Calais. Conséquence des fortes chutes de neige, 8 câbles haute tension se sont affaissés sur des caténaires, interrompant la circulation des trains entre Lille et Arras. 40 000 voyageurs ont ainsi subi des retards, comme les passagers du Thalys, bloqués 8 longues heures dans leur train. Ce matin, environ 22 000 foyers restent privés d'électricité. En attendant un retour à la normale, prévu dans la journée, certains ont pris la situation avec philosophie. Chez la famille Losfeld, l'électricité est coupée. Mais ce qui aurait dû être un problème a vite pris des airs de fête, surtout pour les plus petits. Clara, Gaspard et Lily découvrent la vie à la bougie. C'est intimiste. Ouais, non, ça me plaît. Ouais. Faudrait pas que ça dure non plus, mais à titre exceptionnel, c'est plutôt bien, oui. Parce qu'on a les conditions, parce qu'on a les bougies, parce que voilà, c'est pas qu'on n'est pas surpris. Enfin, par le temps, oui. Mais en même temps, un bonhomme de neige, des bougies, voilà, ça s'enchaîne et du coup c'est très cocon. La coupure, c'est aussi une bonne excuse pour que papy reste ce soir, l'occasion de se remémorer quelques souvenirs. J'ai connu des hivers qui étaient très rigoureux, mais ici c'est très supportable. Et en plus, la famille est plutôt bien équipée. Au moins se chauffer. Nous, on a la chance d'avoir une cheminée. Et puis également un poêle à bois qui chauffe un peu la maison. Électricité ou pas, on a chaud. Là-haut, à mon avis, les enfants vont peut-être avoir froid. Hein, mais sous une couette, ça devra aller. Hein. Je pense que ça ira. 22 h, le village de 1600 habitants retrouve la lumière. Quelques maisons plus loin, le maire prend des nouvelles de ses villageois. On a contrôlé les frigos, les congélateurs, ici à Canfin tout marche. Et chez toi aussi ? Les personnes âgées ou les personnes seules, ils ont besoin d'abord du courant électrique et je crois qu'un petit coup de réconfort par téléphone, c'est également très, très plausible pour eux. Une fois tout rentré dans l'ordre, l'heure est au repos, en espérant que l'épisode neigeux soit bel et bien terminé. Un policier comparaît aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Nantes pour violence aggravée sur un lycéen de 17 ans. Celui-ci a perdu l'usage de son œil droit après avoir été blessé par un flashball lors d'une manifestation en novembre 2007. Aujourd'hui, Pierre est âgé de 21 ans. Étudiant à Nantes, il a dû apprendre à vivre avec son handicap. Après la blessure dont il a été victime et la perte de l'usage de son œil droit, il attend que le procès fasse la lumière sur cette affaire. Ce policier à qui on a confié une arme extrêmement puissante, extrêmement dangereuse, extrêmement précise, on ne l'a pas forcé à tirer. Il a lui-même sciemment décidé de viser un manifestant au visage, connaissant la précision de son arme. Donc évidemment, il n'est pas question de nier sa responsabilité. Il doit être reconnu coupable par le tribunal. Il a mutilé un manifestant. 27 novembre 2007. De nombreux jeunes manifestent devant le rectorat de Nantes. Pierre, alors âgé de 17 ans, est blessé grièvement à l'œil. L'enquête, ouverte par le parquet de Nantes, démontre que des tirs de flashball ont bien eu lieu. Un policier est renvoyé devant le tribunal pour violence aggravée. Dans la procédure, il n'est nullement établi que la blessure a été formellement causée par un lanceur de balles de 40. Voilà. On parle de correspondance de blessure, de compatibilité avec. S'il y a des responsabilités établies, ce ne sera en aucun cas les responsabilités d'une seule et même personne, puisque ce fonctionnaire de police a agi sur ordre et sur autorité du commandement. La blessure est-elle due au tir de flashball?
Le policier a-t-il respecté toutes les consignes de sécurité? Voilà certaines des questions que le tribunal correctionnel de Nantes devra éclaircir durant les 2 jours de débat. Nouvel appel au secours de la maman de Mathis. Ce petit garçon dont on est sans nouvelles depuis 6 mois a été enlevé par son père. Arrêté dans le Gard en décembre dernier, il n'a jamais voulu dire ce qu'il avait fait de son fils. Sylvain Joanneau s'est enfui avec son fils. Ce maçon de 37 ans, divorcé, n'a jamais ramené Mathis à sa mère. Au mois de décembre, il est arrêté à Villeneuve-les-Avignon, seul. La police retrouve sa trace dans le Gard et dans l'Hérault. Depuis, il est écroué à la prison de Caen pour enlèvement de mineurs par ascendant, mais il refuse de dire où est Mathis. Il prétend être dans un combat de père et il prétend agir dans l'intérêt de son fils. Ceci étant, cette affirmation est en totale contradiction avec son comportement. À l'heure actuelle, il dit surtout au juge d'instruction qu'il ne dira pas où se trouve l'enfant. Sans nouvelles depuis 6 mois, pour la mère de Mathis, cette attente est un enfer. Elle lance un appel au secours en direction de l'Élysée. Il faut qu'on ait des choses concrètes plus rapidement. Ça fait 6 mois maintenant. Et on n'a toujours rien. Qu'on laisse plus de temps aux gens qui s'occupent de l'affaire de Mathis pour qu'ils s'en occupent correctement, quoi. Dans ce courrier, l'Élysée affirme que sa demande a bien été transmise au ministère de l'Intérieur et à celui de la Justice. Mais pour cette mère, cela ne suffit pas. Je suis en colère et je suis inquiète. Mon petit garçon, il est toujours en danger. J'arrête pas de le dire, mais quel que soit l'endroit où il peut se trouver, il sait que les informations qu'on lui a données, les dernières informations qu'on lui a données, c'est que je suis morte. L'appel à témoins concernant Mathis est toujours d'actualité. Les enquêteurs cherchent sans relâche cet enfant de 8 ans et demi. Après les révélations du canard enchaîné, on découvre qu'une vingtaine de magasins Ikea en France espionnaient leurs salariés. Le journal Mediapart affirme même que l'ex-PDG était au courant. À Brest, les syndicats soupçonnent la direction d'avoir licencié certains employés prétendument fichés par la police. Les employés du magasin Ikea de Brest semblent avoir été particulièrement surveillés. Plus de 190 personnes auraient fait l'objet de recherches sur leur vie privée. Le responsable sécurité de l'enseigne aurait transmis leur nom et date de naissance à un enquêteur privé afin de savoir s'il les trouvait dans le fichier STIC de la police. Un employé du site de Brest y figurait par exemple pour usage de stupéfiants. Or, ce fichier est connu pour être truffé d'erreurs, au point que 20% seulement des informations qu'il contient seraient vraies. Mais cette imprécision ne semble pas avoir empêché les responsables d'IKEA de s'y fier, au point que le syndicat CFDT s'interroge sur le lien entre ces enquêtes et un certain nombre de licenciements intervenus depuis 2008. Il y a eu beaucoup de turnover. Est-ce que c'est aussi une des raisons du turnover qu'il y a eu dans l'entreprise? Maintenant, on est en droit de se poser des questions et on essaiera d'y apporter des réponses pour certains salariés en fonction de ceux qui viendront nous voir. L'enseigne suédoise se désolidarise complètement de son responsable sécurité qui a été mis en disponibilité. C'est évident que tout ce qui est relaté dans les différents articles qui sont sortis, pour nous, sont des points que nous prenons très au sérieux, qui sont à l'opposé des pratiques et des valeurs qui sont les nôtres pour faire notre travail au quotidien et accueillir nos clients. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a lancé une enquête interne. Mais si l'ampleur de l'espionnage se confirme, les dirigeants d'IKEA auront du mal à convaincre qu'ils n'étaient pas au courant. À Brest, la CFDT prépare sa riposte. On se réserve le droit et on a commencé à prendre le contact avec un avocat pour porter plainte parce que là aussi, ça dépasse les limites du contrat de travail. IKEA ne devrait pas non plus échapper à des plaintes individuelles. Une association de victimes a déjà vu le jour. Nouvelle saisie de drogue en Aquitaine. La police a révélé avoir mis la main sur 526 kg de résine de cannabis et 7 kg d'héroïne. Des drogues découvertes jeudi dernier après 1 an d'enquête. Des saisies menées à Bordeaux mais aussi dans le Grand Sud-Ouest, notamment à Angoulême. En tout, 9 personnes ont été interpellées et préventées à un juge d'instruction. La drogue saisie a une valeur marchande de plus d'1,5 million d'euros. Chaussures, jouets, cigarettes, 2 tonnes de marchandises contrefaites ont été saisies par les douanes du Vaucluse ces 5 derniers mois. Ces produits, en provenance d'Espagne, du Maghreb, de l'Italie et de la Chine, ont été découverts dans des colis, sur des marchés ou dans des voitures. Tout a été détruit à l'incinérateur de Vedène, près d'Avignon, où la presse a été conviée. Ces marchandises sont détruites parce que ce sont des contrefaçons, qu'elles n'ont pas à être mises à la consommation sur le marché intérieur et qu'elles n'ont donc pas à être proposées à la vente et à la consommation. L'équivalent d'1 million d'euros est ainsi parti en fumée.
J'ai pas fait le plein, j'ai fait un complément de carburant parce qu'il m'en restait dedans. Mais comme ça varie, donc on espère que ça va descendre un petit peu dans les jours prochains, donc on y va un peu au coup par coup. Le prix de l'essence à la pompe flambe. Depuis octobre dernier, la hausse est constante et dans certaines stations, le prix du litre de gazole a pris 11 centimes en 4 mois. Résultat, le comportement des automobilistes a changé. Ils ne font plus le plein et rationalisent leurs déplacements. Autre conséquence de cette flambée, c'est la multiplication des vols de carburant. Selon les gendarmes du Rhône, des centaines de litres ont été siphonnés par des délinquants parfaitement organisés. Cette entreprise de transport consomme chaque mois 500 000 litres de carburant pour faire rouler ses 200 camions. Après les salaires, le gasoil est le poste de dépense le plus important pour la société. Le mois dernier, le réservoir d'un des poids lourds a été siphonné, 300 litres de gasoil évaporé, une perte sèche pour le patron. C'est un fléau, oui, forcément, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour lutter. Tant qu'il n'y a pas de dégâts matériels sur le véhicule, je dirais qu'on s'en tire à bon compte. La seule arme anti-vol, c'est cette grille. Elle empêche d'insérer un tuyau dans le réservoir et de le vider complètement. Mais malheureusement, ça ne dissuade pas toujours les voleurs. Jérémy, le chauffeur, en a fait les frais il y a 6 mois. Je m'en suis rendu compte, mais à ce niveau-là, ils avaient cassé, moi. C'est-à-dire, au trait d'eau ? Là, ils coupent les tuyaux ici, et là, c'est un quart de tour, et il n'y a plus qu'à siphonner. Vous n'avez pas pu redémarrer ? Non. La flambée des prix à la pompe provoque une inflation des vols de carburant. Rien que la semaine dernière, sur les aires d'accueil de l'autoroute A43, les réservoirs de 6 camions ont été fracturés et 1600 litres de carburant dérobés. Dans la région, aucune autoroute n'est épargnée. Mi-février, sur la 6, 4 vols ont également été constatés. Pour les gendarmes, il n'y a aucun doute, les délinquants sont parfaitement organisés. C'est surtout le moyen qui est important. Il faut arriver avec un camion-citerne plus ou moins équipé, plus ou moins dissimulé. Donc prenez un camion qui a l'apparence d'un camion normal, vous rajoutez quelques réservoirs et puis un tuyau avec une pompe qui permet d'aller chercher le carburant dans le réservoir des poids lourds classiques. Et puis voilà, c'est très très simple finalement à mettre en place comme moyen. Dans la Loire, les gendarmes ont arrêté la semaine dernière 4 ressortissants roumains. Ils sont soupçonnés d'avoir volé 13 000 litres de gasoil. Partons dans le Maine-et-Loire pour découvrir un label qui a le vent en poupe, produit en Anjou. C'est un horticulteur de la région qui a lancé le label pour ses fleurs coupées. Une trentaine de fleuristes ont suivi en apposant cette marque dans leur boutique et ça marche. Jusqu'à présent, rien ne permettait de connaître la provenance d'une fleur en magasin. Avec ce macaron, le consommateur saura à coup sûr si elle a poussé en Anjou. L'idée revient à cet horticulteur qui produit près d'Angers une 60aine de variétés différentes. Avec le soutien du Conseil général, il a lancé la marque Produits d'Anjou en mettant en avant la qualité et surtout la fraîcheur. On va récolter des fleurs dans la serre dans la matinée, on prépare les commandes et c'est disponible en début d'après-midi ou même voire fin de matinée sur le magasin des Ponts-de-Cé. Et donc chacun des fleuristes peut venir récupérer sa marchandise fraîche dans nos locaux pour avoir dans ses vases en fin de journée des fleurs qui peuvent être cueillies le matin même. Cette entreprise est l'une des dernières à proposer localement de la fleur coupée. Aujourd'hui, la plupart sont importées en provenance des Pays-Bas ou du sud de l'Afrique. S'il veut résister à la concurrence mondiale, cet horticulteur n'a pas d'autre alternative que de jouer la carte de la traçabilité. Nous, on a 50 emplois sur la société, dont 35 qui sont complètement dédiés à la production. Si demain, on fait de l'achat-revente sur des pays comme la Hollande ou le Kenya, il y a 35 emplois qui disparaissent. Depuis cet automne, cette opération d'étiquetage est testée auprès d'une trentaine de fleuristes du département. Une démarche qui semble séduire la clientèle, même si le coût reste parfois plus élevé que pour des végétaux importés. On vend beaucoup plus, les clients sont assez réceptifs à ce logo en fait. Dès que c'est du produit d'Anjou, ils achètent en plus grosse quantité, j'ai l'impression. Aujourd'hui des fleurs et pourquoi pas d'autres secteurs de l'économie locale. Le Conseil général réfléchit actuellement à un cahier des charges pour adapter ce label à de nouveaux savoir-faire. Tout de suite, votre édition des initiatives.